Je m'appelle Liam, j'ai 29 ans, et mon propre père m'a publiquement renié devant toute ma famille dans un restaurant 5 étoiles. Avant que je vous raconte comment cette seule soirée a conduit à l'effondrement complet et total de leur empire, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Très bien, entrons dans le vif du sujet. L'air dans le restaurant était imprégné de l'odeur de l'argent. Vous connaissez ce genre d'odeur, un mélange de parfums coûteux, de cuir vieilli provenant des fauteuils ridiculement confortables, et du faible arôme savoureux de plats dont vous ne pouvez pas prononcer le nom. Le murmure discret des conversations polies était ponctué par le tintement délicat des verres en cristal. C'était l'habitat naturel de mon père, un endroit pour se montrer, pour se donner en spectacle. Et ce soir, j'étais apparemment la star de sa représentation. Mon père, Richard Anderson, un homme qui avait bâti un empire immobilier local et ne laissait jamais personne l'oublier, avait convoqué ce dîner de famille d'urgence. Cela seul aurait dû être un signal d'alarme. Notre famille ne faisait pas dans les urgences. Nous faisions des apparitions planifiées. Tout le monde était là. Ma mère, Eleanor, l'air impeccable et indéchiffrable. Mon jeune frère, Ethan, l'enfant chéri, me souriant déjà d'un air narquois depuis l'autre bout de la table. Ma sœur, Chloé, était occupée à faire défiler son téléphone, probablement pour poster un message sur le dîner chic que son important père offrait. Les tantes, les oncles, les cousins, tout le jury était réuni. Pendant environ 1 heure, ce fut d'une normalité pénible. Des banalités, des questions embarrassantes sur mon travail, celui qu'ils n'avaient jamais compris. Je suis comptable judiciaire. Je débusque les fraudes financières. Pour eux, c'était juste un travail de bureau ennuyeux. Rien de comparable avec le rôle vague de consultant d'Ethan dans l'entreprise de notre père. Puis le dessert a été débarrassé et le spectacle a commencé. Mon père s'est levé en tapotant son verre de vin avec une cuillère. Le tintement s'est arrêté. Tous les regards dans le restaurant se sont tournés vers notre table. Il avait l'art de commander une pièce, je dois lui accorder cela. Merci à tous d'être venus si vite, commença-t-il, sa voix résonnant d'une fausse sincérité. Il regarda autour de la table, son regard s'attardant sur chaque visage souriant avant de se poser sur moi. Son expression s'est durcie. Comme vous le savez, la famille est tout pour moi. La loyauté, le respect. Ce sont les piliers du nom Anderson. Il marqua une pause pour un effet dramatique, et c'est pourquoi c'est avec le cœur lourd qu'Eleanor et moi avons pris une décision difficile. Il me regarda droit dans les yeux, l'air devint électrique. Liam, dit-il d'un ton froid et clinique. Nous avons décidé de t'exclure de l'héritage. Officiellement, nous estimons que tu ne l'as jamais mérité. Et ton attitude récente n'a fait que le confirmer. Silence. Un silence épais et étouffant qui dura environ 3 secondes. Puis un ricanement d'Ethan brisa le barrage. Une vague de rire se propagea autour de la table. Ma tante Clara gloussa dans sa serviette. Mon oncle Robert leva son verre pour un toast moqueur. Il savourait cela. Ma mère, ma propre mère, affichait un léger sourire satisfait sur les lèvres tout en faisant semblant d'étudier la nappe. Ils étaient tous d'accord. Je ne valais rien. J'étais la déception de la famille. Et maintenant, c'était officiel. Ils s'attendaient à ce que je m'effondre, que je supplie, que je pleure, que je fasse une scène. C'est ce qu'ils voulaient, un grand final pour leur petite pièce de théâtre. Alors, j'ai fait autre chose. J'ai pris mon verre de vin, le rouge profond tourbillonnant à l'intérieur. J'ai croisé le regard de mon père par-dessus le bord. Puis j'ai souri, un sourire lent et sincère. J'ai pris une gorgée calme, laissant le vin reposer sur ma langue un instant avant de l'avaler. J'ai posé le verre délicatement. Félicitations, dis-je, la voix claire et assurée. J'espère que cela en valait la peine. Puis je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise et je suis sorti du restaurant. Je n'ai pas regardé en arrière. Le silence qui m'a accompagné vers la sortie était mais plus satisfaisant que n'aurait pu l'être n'importe quelle dispute hurlante. Ils s'attendaient à une victime. Ils n'avaient aucune idée qu'ils regardaient l'homme qui allait devenir leur exécuteur. Le moteur de ma modeste berline n'était qu'un faible bourdonnement comparé au vacarme dans ma tête. Les lumières de la ville se floutaient en de longues traînées de néon tandis que je conduisais, sans destination précise, cherchant simplement à m'éloigner de l'odeur étouffante de leur approbation,
une odeur qui m'avait étouffé toute ma vie. Les mots de mon père résonnaient, mais ce n'était pas une blessure fraîche. C'était juste du sel versé sur une blessure très, très ancienne. Cet héritage n'était qu'un symbole. La véritable monnaie d'échange dans ma famille était la validation. Et j'étais en faillite depuis ma naissance. Mes pensées sont revenues à mon 16e anniversaire. J'avais travaillé pendant des mois dans une épicerie pour m'acheter une Honda Civic de 1998 fatiguée. J'en étais si fier. J'avais passé tout le week-end à la laver et à la lustrer. Quand je l'ai montré à mon père, et à peine levé les yeux de son journal, un comptable devrait conduire quelque chose de plus respectable, Liam, pas une boîte de conserve. 2 semaines plus tard, Ethan fêtait ses 16 ans. Une Mustang décapotable flambant neuve trônait dans l'allée avec un énorme nœud rouge. Ses notes étaient désastreuses. Il avait détruit le SUV de ma mère le mois précédent. Cela n'avait pas d'importance. C'était l'enfant chéri. Il reflétait la réussite de mon père. J'avais l'air de ne refléter que sa déception. C'était pareil pour tout. J'ai obtenu une bourse d'études universitaires partielle, en me tuant à la tâche pour avoir de bonnes notes. Le seul commentaire de mon père fut « Seulement partiel ? Les Anderson ne font pas les choses à moitié. » J'ai dû contracter des emprunts et cumuler 2 emplois pour payer le reste. J'ai utilisé mes propres maigres économies pour constituer mon fonds d'études. Quand Ethan a été admis dans une université privée, grâce à des dons de mon père, un fonds fiduciaire complet a été établi pour tout couvrir, y compris une généreuse allocation de subsistance. Ils appelaient cela de l'amour vache pour moi, et du soutien pour lui. Je l'appelais par son vrai nom, un système conçu pour me faire sentir tout petit. Mon travail était une autre source de moqueries incessantes. La comptabilité judiciaire. Tu passes tes journées à regarder des tableurs comme un teneur de livres glorifié, ricanait Ethan lors des réunions de famille. Mon père se contentait de secouer la tête. J'ai construit cette ville de mes propres mains, avec une vision. Et mon fils, lui, court après les décimales. Il ne voyait pas le talent, l'intelligence, le frisson de la traque. Il ne comprenait pas que je ne courais pas après les décimales. Je traquais des prédateurs. Je trouvais la vérité cachée sous les mensonges. Un talent qui, je commençais à m'en rendre compte, allait s'avérer incroyablement utile. Je me suis garé sur le parking de mon immeuble. Ce n'était pas une tour de luxe comme celle que mes parents possédaient en centre-ville, ni le loft branché où vivait Ethan. C'était un appartement de 2 chambres, simple et propre, acheté avec mon propre argent, issu d'un salaire que j'avais gagné. C'était chez moi. Chaque centimètre carré témoignait du fait que je n'avais pas besoin d'eux. Je me suis affalé sur mon canapé, le silence de la pièce étant un soulagement bienvenu. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'Ethan, ne pense pas que tu pourras revenir en rampant plus tard. C'est définitif. Papa est sérieux cette fois. J'ai fixé l'écran. Il pensait que c'était une question d'argent. Ils le pensaient tous. Ils étaient si aveuglés par leur propre cupidité et leur arrogance. Ils ne voyaient pas le vrai jeu qui se jouait. Ils pensaient avoir mis le pion échec et mat. Ils n'avaient aucune idée que le pion était à quelques coups de devenir une reine et de s'emparer de tout l'échiquier. Je n'ai pas répondu. J'ai juste enregistré une capture d'écran du message. Une preuve. Il était temps de commencer à monter mon dossier. Tout a commencé 3 mois avant ce dîner désastreux. Cela a commencé par un appel téléphonique de ma mère. C'était un mardi après-midi. J'étais plongé jusqu'au cou dans une affaire de traçage d'argent blanchi à travers une série de salons de manucure pour un client d'affaires. Mon téléphone a sonné et la photo de ma mère est apparue. J'ai failli la laisser passer sur messagerie. Nos conversations étaient toujours un champ de mines de commentaires passifs-agressifs et de questions sur les raisons pour lesquelles je n'étais pas plus comme Ethan. Mas quelque chose m'a poussé à répondre. « Liam, mon chéri, comment vas-tu » Sa voix était mielleuse. Premier signal d'alarme. « Je vais bien, maman. Très occupé par le travail. Qu'est-ce qui se passe ?»« Oh, pas grand-chose. Je pensais juste à toi. En fait, mon grand, je me demandais si tu pouvais aider ta vieille mère pour quelque chose. C'est une bête petite question d'impôt. » J'ai soupiré, m'adossant à mon fauteuil de bureau. « Maman, tu sais bien que papa a toute une équipe de comptables très chère pour ça.
Je ne fais pas de fiscalité. Je fais des enquêtes sur la fraude. Je sais, dit-elle rapidement. Et nous sommes si fiers de tes tableurs. Mais là, c'est différent. C'est personnel. Un petit investissement que j'ai fait, et je ne veux pas ennuyer ton père avec ça. Tu es si doué avec les chiffres. Je me suis dit que tu pourrais juste jeter un coup d'œil rapide. Ce ne sera pas long. Deuxième signal d'alarme. Elle n'allait jamais à l'encontre de mon père, jamais. Et elle me couvrait d'éloges. Elle me passait de la pommade pour obtenir quelque chose. Je ne sais pas, maman. Je suis vraiment débordé. Puis vint la culpabilité, l'arme qu'elle maniait comme un chirurgien expert. Oh, d'accord, mon chéri, je comprends. Tu es un homme très important. Je pensais juste qu'après tout ce que nous avons fait pour toi, quelques minutes de ton temps ne seraient pas trop demandées. Mais je me trompais. Je vais me débrouiller seul. Sa voix tremblait de manière théâtrale. La mère qui souffre en silence, c'était un grand classique, et comme un idiot, je me faisais avoir à chaque fois. Une part de moi, le petit garçon qui voulait juste l'approbation de sa mère, se tenait toujours au garde-à-vous quand elle utilisait ce ton. Bon, d'accord, c'est des jeux. Envoie-moi les documents. Je regarderai ce soir. Mais je ne promets rien, maman. Ce n'est pas ma spécialité. Les documents sont arrivés dans ma boîte de réception 1 heure plus tard. L'objet du message était « Petite question d'impôt ». J'ai ouvert le fichier zip joint. Ce n'était pas juste un document, il y en avait des dizaines. Des relevés bancaires, des titres de propriété, des statuts de constitution pour une entité appelée Sunrise Holdings LLC. Ce n'était pas une simple question d'impôt. C'était un nid de frelons. J'ai fixé l'écran, un frisson me parcourant l'échine. Ma mère était soit totalement inconsciente de ce qu'elle m'avait envoyé, soit bien plus rusée que je ne l'avais imaginé. Elle avait prétendu qu'il s'agissait d'un petit investissement personnel. Mais le nom de mon père, Richard Anderson, figurait sur chaque document. Elle venait de me remettre les clés du royaume secret de mon père, et elle l'avait fait sous prétexte de me demander un service. Sur le moment, j'ai pensé qu'elle avait juste été négligente. Avec le recul, je me suis dit qu'elle essayait peut-être de me piéger pour voir si j'étais loyal, pour voir si je trouverais les irrégularités et les aiderais à les enterrer. Ils ont fait un calcul fatal. Ils ont supposé que ma loyauté par le sang envers le nom de famille était plus forte que ma loyauté envers la vérité. Ils ont oublié quel était mon métier. Je n'entretiens pas les secrets. Je les expose au grand jour. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon petit appartement, d'ordinaire un havre de paix, ressemblait à un quartier général de guerre. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table basse, la lueur de l'écran peignant les murs d'un bleu pâle et stérile. Les documents que ma mère m'avait envoyés étaient une boîte de Pandore, et je plongeais mon regard directement dans l'abîme. À première vue, ils semblaient légitimes. Complexes, certes, mais c'est ainsi que jouent les riches. Sunrise Holdings LLC était enregistrée dans le Delaware, une démarche classique pour garantir l'anonymat. Elle possédait quelques propriétés commerciales. Rien de trop extravagant. Les relevés bancaires montraient des mouvements de fonds, des transactions commerciales apparemment normales. Mais mon travail ne consiste pas à regarder la surface. Il consiste à déceler les schémas sous-jacents. C'est comme une langue, et après des années de pratique, je la parle couramment. J'ai commencé à faire des recoupements. J'ai extrait les registres de propriété publique pour les adresses répertoriées. C'est là que j'ai trouvé la première faille. L'une des propriétés détenues par Sunrise Holdings figurait également comme une dépense majeure pour l'une des principales sociétés de mon père, Anderson Development. En d'autres termes, Anderson Development versait un loyer exorbitant à une société écran que mon père possédait secrètement. Il siphonnait l'argent de sa propre entreprise, probablement pour escroquer ses partenaires commerciaux et, bien sûr, le fisc. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était énorme. J'ai continué à creuser. J'ai suivi la piste de l'argent depuis Sunrise Holdings. Il ne restait pas là. Il était transféré vers une autre entité, un compte offshore dans les îles Caïmans. Du blanchiment d'argent classique. De là, la piste devenait plus floue, mais je pouvais voir d'importantes sommes d'argent être virées vers des comptes servant à payer des dépenses personnelles, des voitures de luxe, des vacances exotiques, et même la boutique de vêtements ratée de Chloé.
Mais le coup de grâce, ce qui m'a rendu physiquement malade, fut l'organisation à but non lucratif. Dissimulées dans les fichiers se trouvaient des informations sur la fondation de la famille Anderson pour le renouveau urbain. Sur le papier, il s'agissait d'une œuvre caritative pour les enfants défavorisés. Mon père adorait en parler lors des galas, savourant les applaudissements pour sa philanthropie. Les relevés bancaires racontaient une toute autre histoire. La fondation recevait d'importants dons déductibles d'impôts, principalement des entreprises de mon père, mais très peu de cet argent allait au renouveau urbain. À la place, j'ai vu des frais de conseil massifs versés à ma mère, des frais d'organisation pour des réceptions qui n'étaient manifestement que des vacances familiales. La fondation de la famille Anderson n'était pas une œuvre caritative. C'était leur tirelire personnel financé par la fraude fiscale. Ils volaient littéralement de l'argent destiné aux enfants pauvres pour financer leur train de vie luxueux. Je me suis adossé à mon canapé, l'ampleur de tout cela me tombant dessus. Ce n'était pas seulement des affaires louches. C'était une entreprise criminelle. Mon père n'était pas seulement un homme d'affaires impitoyable. C'était un escroc, un faussaire et un voleur. Et ma mère, la matriarche qui prêchait les valeurs familiales, était sa complice volontaire. Le garçon en moi, qui avait passé sa vie à chercher leur approbation, est mort cette nuit-là. Il a été remplacé par un homme qui avait vu la vérité, et la vérité était laide, pourrie, et se trouvait juste devant moi sous la forme d'une série de fichiers PDF soigneusement organisés. Il m'avait sous-estimé toute ma vie. Il me voyait comme le comptable calme et ennuyeux, le fils inoffensif. Il n'avait aucune idée que les compétences mêmes dont il se moquait étaient celles qui me donneraient le pouvoir de réduire en cendres leur monde corrompu. Pour la première fois, j'ai ressenti un élan que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, du pouvoir. Non pas le pouvoir de l'argent ou d'un nom de famille, mais le pouvoir de détenir une vérité catastrophe incontestable. Pour en revenir au présent, quelques heures seulement après le dîner, j'étais assis dans l'obscurité de mon appartement quand mon téléphone a vibré. Ce n'était pas une autre raillerie d'Ethan. C'était ma grand-mère, Isabella, la mère de mon père. Elle était la seule de la famille à m'avoir toujours témoigné une gentillesse sincère, à sa manière discrète. J'ai répondu, la voix un peu rauque. « Allô, Liam. » C'est grand-mère. Sa voix était fragile, empreinte d'une anxiété que je n'avais pas l'habitude d'entendre chez elle. Je suis tellement désolé, mon grand, pour ce soir. Ce que Richard a fait est cruel, impardonnable. Tout va bien, grand-mère. J'ai l'habitude. Non, ce n'est pas bien, insista T.L. Ce sont des imbéciles, Liam. Tous autant qu'ils sont. Ils sont tellement occupés à jouer au roi du château qu'ils ne se rendent pas compte que les murs s'effondrent. Un frisson m'a parcouru l'échine. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. J'entendais le bruit de fond d'une télévision. Ton père a des ennuis. De gros ennuis. Ses affaires ne marchent pas aussi bien qu'il le prétend. Il a perdu beaucoup d'argent sur ce nouveau projet en centre-ville. Il a emprunté à des endroits dangereux. Tout s'est éclairé. La désolation, le spectacle public. Il ne cherchait pas seulement à me punir, il envoyait un message au reste de la famille, consolidant le peu qu'il lui restait. Et l'héritage, continua-t-elle d'un murmure, celui pour lequel ils se battent tous comme des vautours. Liam, mon chéri, il a presque entièrement disparu. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Il essaie de t'exclure d'un patrimoine qui n'existe pratiquement plus. C'était le premier rebondissement, la première pièce du puzzle qui changeait tout. La cruauté de ma famille ne venait pas d'une position de force et de richesse. Elle était née de la peur et du désespoir. Cela la rendait encore plus pathétique, et encore plus dangereuse. Merci de me l'avoir dit, grand-mère, dis-je, la voix nouée par l'émotion. Cela compte beaucoup. Fais attention, Liam. Ton père est un animal acculé, et un animal acculé est ce qu'il y a de plus dangereux. Nous avons raccroché, et je suis resté assis dans le silence, ces paroles résonnant en moi. Un animal acculé. Elle avait raison. Mais je n'étais pas la proie qu'il croyait. J'ai repris mon téléphone. Je n'ai pas fait défiler les photos de famille ni les anciens messages. J'ai ouvert une application de messagerie sécurisée et j'ai tapé un nom, Mark Thorne. Mark était un journaliste d'investigation rencontré un an plus tôt sur une affaire. Il était déterminé, tenace, et vouait une haine féroce aux riches qui se croyaient au-dessus des lois. C'était,
en somme, la personne idéale pour cette mission. J'ai rédigé un court message crypté, Marc, c'est Liam Anderson. J'ai une histoire pour toi. Une grosse histoire. Un promoteur immobilier local, fraude massive, détournement de fonds, évasion fiscale, plusieurs victimes, et j'ai des preuves. Ça t'intéresse? J'ai cliqué sur envoyer. Moins de 2 minutes plus tard, mon téléphone a vibré, je t'écoute. La tempête ne faisait plus seulement approcher, je venais de déchaîner l'ouragan. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un petit restaurant populaire à l'autre bout de la ville, le genre d'endroit où mon père ne mettrait jamais les pieds. Mark Thorne ressemblait exactement à mes souvenirs. Un costume légèrement froissé, des yeux fatigués qui ne laissaient rien passer, et une tasse de café qui ne semblait jamais vide. « Liam, dit-il en me serrant la main. Tu as l'air d'avoir traversé une tempête. Tu n'as pas idée, répondis-je en faisant glisser une fine clé USB sur la table. C'est l'apéritif. Les documents que ma mère m'a envoyés par erreur. Il l'a branché sur son ordinateur portable directement dans le box. À mesure qu'il faisait défiler les fichiers, ses yeux fatigués se sont animés d'une lueur de prédateur. Je voyais les gros titres se former dans son esprit. Bon sang, murmura-t-il, se rapprochant de l'écran. Sociétés écrans, comptes offshore. C'est du sérieux. Ton père, Richard Anderson, en chair et en os. J'entends parler de lui depuis des années, dit Marc en me regardant. Des rumeurs selon lesquelles il joue sale, mais personne n'a jamais eu de preuves. C'est une mine d'or, mais ce n'est pas suffisant pour le faire tomber. Il nous faut plus. Il nous faut des victimes, des gens prêts à témoigner officiellement. Je peux les trouver, dis-je. Mon travail de comptable judiciaire m'avait permis de me constituer un vaste réseau. Je connaissais des personnes qui avaient fait affaire avec mon père et en étaient ressorties les poches vides et les promesses brisées. Désormais, j'avais les arguments pour les convaincre de parler. Pendant la semaine qui a suivi, ma vie est devenue une opération clandestine. Le jour, j'étais Liam Anderson, le comptable tranquille de mon cabinet. La nuit, j'étais un enquêteur, un fantôme fouillant dans les secrets de ma propre famille. J'ai passé des heures au téléphone à parler à d'anciens associés de mon père, à de petits entrepreneurs qui l'avaient étouffé, à des familles qui avaient perdu leurs économies dans ces transactions immobilières douteuses. J'ai rassemblé des déclarations sous serment, retrouvé d'anciennes chaînes de mails et recoupé chaque témoignage avec les relevés bancaires en ma possession. Je construisais un dossier en béton, brique par brique, avec patience. Pendant ce temps, mon silence rendait ma famille nerveuse. Cela les rendait imprudents. Ethan, dans son arrogance infinie, ne pouvait s'empêcher de remuer le couteau dans la plaie. Les SMS continuaient d'arriver, j'ai appris que tu as été déshérité. J'imagine que tu vas devoir continuer à jouer avec ta petite calculatrice pour vivre. Maman est vraiment contrariée. Tu l'as embarrassée en partant comme ça. Tu devrais t'excuser. Sérieusement, mec, grandis un peu. Papa attend que tu viennes supplier. Fais-le et qu'on n'en parle plus. J'ai tout sauvegardé. C'était un enregistrement parfait de leur méchanceté, de leur absence totale de remords. Ils étaient tellement occupés à jubiler qu'ils n'avaient aucune idée qu'ils me fournissaient la corde pour les pendre. Chaque moquerie, chaque message condescendant venait s'ajouter à mon dossier intitulé « Mobile ». Ils pensaient achever un homme à terre. Ils provoquaient en réalité un ours qui construisait un bazooka, et ils lui fournissaient les munitions. Une semaine après le dîner, les railleries d'Ethan ont soudainement cessé. Elles ont été remplacées par une tactique différente, que je ne connaissais que trop bien, la main tendue manipulatrice de ma maman. Mon téléphone a sonné. C'était elle. Liam, mon chéri. Sa voix était douce, teintée d'une tristesse calculée. Qu'est-ce que tu veux, maman? J'ai gardé un ton neutre, professionnel, de la même manière que je parlerais à un témoin hostile. Nous nous inquiétons pour toi, mon grand. Tu ne réponds aux appels de personne. Ton père s'est montré dur, il le sait. Il veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, et parfois il ne sait pas comment s'y prendre. J'ai failli éclater de rire. Ce qu'il y a de mieux pour moi en m'humiliant publiquement? L'audace était stupéfiante. C'est vrai, dis-je. Oui, il veut te parler. Nous le voulons tous. Peux-tu venir dîner dimanche? Juste nous. Nous pourrons régler tout cela en famille. C'était un piège, et un piège bien grossier.
Ils n'étaient pas désolés, ils avaient peur. Mon silence était une variable qu'ils ne maîtrisaient pas. Et les Anderson détestaient ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils voulaient me ramener sur leur terrain, dans la fosse aux lions, pour m'encercler, me faire culpabiliser et me faire rentrer dans le rang. Ils voulaient que je dévoile mon jeu. Le Liam d'autrefois y serait allé. Le Liam d'autrefois se serait accroché à la lueur d'espoir que, peut-être, cette fois, ils étaient sincères. Ils se seraient jetés dans cette embuscade, désespérés d'obtenir une miette d'affection. Mais le Liam d'autrefois n'existait plus. Il était mort sur le sol de ce restaurant chic. Non, dis-je. Le silence à l'autre bout du fil devint lourd. Je n'avais jamais opposé un nom catégorique à ma mère auparavant. C'était toujours « je vais essayer » ou « je suis occupé, mais peut-être la semaine prochaine ». Non, répéta-t-elle, sa voix perdant sa douceur pour se teinter d'une incrédulité tranchante. Comment ça, non? Je veux dire non, merci. Je ne viendrai pas dîner. Ni dimanche, ni jamais. J'étais calme, ma voix posée. Je pense que nous savons tous où nous en sommes après la semaine dernière. Il n'y a plus rien à régler. Liam, ne sois pas ridicule, trancha-t-elle, faisant tomber complètement le masque. C'est ta famille. Ton père est prêt à reconsidérer sa décision si tu montres un peu de remords pour ton comportement. Du remords pour mon comportement, alors que j'avais été publiquement renié? La logique était si tordue, si narcissique, que c'en était presque impressionnant. Ce sont eux qui avaient jeté la bombe, et maintenant ils m'en voulaient de refuser de les aider à ramasser les débris et à faire comme si de rien n'était. Dis à papa que je refuse sa proposition. J'ai pris mes propres dispositions. Au revoir, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je savais ce qui allait suivre, la campagne de dénigrement, les appels aux autres membres de la famille pour me faire passer pour un ingrat instable. Mais cela n'avait plus d'importance. Je venais de déclarer officiellement la guerre, et ils ignoraient que c'était moi qui détenais toutes les armes. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une querelle de famille. Je savais qu'il s'agissait d'une enquête criminelle et que j'étais le procureur principal. Mon père gérait mal le rejet. Il n'avait pas l'habitude du mot non, surtout venant de moi. Face à l'échec de sa tentative de me faire revenir, il est passé de la manipulation à l'agression. Il a décidé de me frapper là où il pensait que cela me ferait le plus mal, ma carrière. Le lendemain, ma patronne, Madame Davis, m'a convoqué dans son bureau d'angle. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, pragmatique, vive d'esprit, qui dirigeait le département de détection des fraudes de Brighton Wealth Management d'une main de fer. Elle ne m'a pas proposé de m'asseoir. Liam, dit-elle, les bras croisés, regardant la ville par la fenêtre. J'ai reçu un appel téléphonique assez particulier ce matin. J'ai gardé une expression neutre. Ah bon? C'était un certain Richard Anderson. Votre père, je présume? Mon estomac s'est noué. Oui. Elle s'est retournée pour me faire face, le regard planté dans le mien. Il m'a raconté une sacrée histoire. Il dit que vous agissez de manière erratique, que vous êtes instable. Il a même suggéré que vous pourriez être compromis, que vous auriez accédé à des informations confidentielles de clients à des fins personnelles. C'était une manœuvre classique de son répertoire, attaquer la crédibilité. Si l'on ne peut pas gagner l'argument, on détruit la personne qui le porte. Il essayait de me faire licencier, de me priver de mes ressources et de ma réputation, de faire de moi un paria que personne ne croirait. Il a également mentionné, poursuivit-elle d'une voix basse, que si le cabinet continuait à employer quelqu'un dont le jugement est douteux, cela pourrait influencer sa décision de nous confier ou non un portefeuille très important qu'il souhaite investir. La menace, la corruption. Il tentait d'acheter mon licenciement. J'ai soutenu son regard sans ciller. Madame Davis, mes évaluations de performance ont été excellentes au cours des 5 dernières années. Je n'ai jamais fait l'objet de la moindre plainte. Mon dossier est impeccable. Votre père est un homme très puissant, Liam. Je le sais, dis-je, mais c'est aussi un menteur. C'est une affaire de famille d'ordre privé qu'il tente de traîner dans ma vie professionnelle. Je peux vous assurer que je n'ai jamais compromis ce cabinet ou ses clients, et que je ne le ferai jamais. Ma loyauté est ici. Elle a étudié mon visage pendant un long moment. Je voyais les rouages tourner dans sa tête. Elle pesait le risque, un client puissant et en colère contre un employé loyal et performant. Pour l'instant,
dit-elle enfin, je vous crois sur parole. Mais je vous préviens, Liam, quelle que soit cette histoire de famille, gardez-la en dehors de mon bureau. Si cela affecte votre travail ou la réputation de ce cabinet d'une manière ou d'une autre, vous perdrez votre emploi. Compris? Parfaitement, répondis-je. Je dois sorti de son bureau, le cœur battant à tout rompre. Il venait de tirer un coup de semonce. Il m'avait montré jusqu'où il était prêt à aller. Il pensait que cela m'effraierait au point de me faire reculer. Cela a produit l'effet inverse, cela a renforcé ma détermination. Il ne s'était pas contenté de m'animer, il s'en prenait à mon gagne-pain, la seule chose que j'avais construite entièrement par moi-même, loin de lui. Il avait franchi une ligne, et il allait découvrir que lorsqu'on accule quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, il se bat avec toutes les forces dont il dispose. Mon père, en narcissique qu'il était, ne pouvait pas comprendre que sa tentative de me faire licencier ait échoué. Dans son monde, l'argent et l'influence l'emportaient toujours. Alors, quand je me suis présenté au travail le lendemain, il a intensifié ses attaques. Il a commis sa deuxième erreur, la plus fatale, il a envoyé son avocat s'en prendre à Mark Thorne. J'étais dans mon box, essayant de me concentrer sur un nouveau dossier, quand mon application de messagerie sécurisée a vibré. C'était Mark, appelle-moi maintenant. Urgent. J'ai pris mon téléphone et je me suis éclipsé dans une salle de réunion vide. Mark, qu'est-ce qui se passe? Ton père est un sacré personnage, je te le dis, dit-il, la voix mêlant colère et excitation. Nous venons de recevoir un appel de son avocat, un vrai requin d'un grand cabinet du centre-ville. Il a menacé de me poursuivre, moi, mon rédacteur en chef et tout le journal pour diffamation si nous publions un seul mot de ces mensonges sans fondement et malveillants. Mon sang s'est glacé. Il tentait d'intimider la presse. Est-ce que ça a marché, demandai-je, la gorge serrée. Mark a ri, un petit rire sec. Marché, Liam? Les gars comme mon rédacteur en chef ne vivent que pour ce genre de menaces. C'est comme agiter un chiffon rouge devant un taureau. Avant cet appel, il me disait d'être prudent, de vérifier chaque source. Maintenant, il sent le sang. Une menace aussi agressive ne crie pas l'innocence. Elle crie, j'ai quelque chose à cacher, et je suis terrifié à l'idée que vous le découvriez. C'était le deuxième rebondissement. La tentative brutale de Richard d'étouffer l'affaire était précisément ce qui avait convaincu le journal de sa véracité. Son arrogance causait sa perte. Qu'est-ce que cela signifie, demandai-je. Cela signifie que nous n'attendons plus, dit Mark, sa voix devenant plus basse. Le plan était de passer une semaine de plus à recueillir d'autres témoignages pour consolider le dossier. Mais la menace de l'avocat change le calendrier. Mon rédacteur en chef craint que ton père n'essaie d'obtenir une injonction du tribunal pour bloquer l'article. Il veut le publier avant qu'il n'en ait l'occasion. J'ai pris une grande inspiration. Nous y étions, le point de non-retour. Quand? Ce soir, dit Mark. L'article sera mis en ligne sur le site web à 21h précise. Es-tu prêt, Liam? Parce qu'une fois publié, il n'y aura pas de retour en arrière. Tout va exploser. J'ai regardé par la fenêtre de la salle de réunion la ville que mon père croyait posséder. Il avait jeté le gant, se croyant intouchable. Il avait tenté de détruire ma carrière, ma réputation. Il avait menacé la liberté de la presse. Il avait poussé encore et encore, s'attendant à ce que je craque. Mark, dis-je, la voix stable et froide comme la glace. Laisse tout brûler. À 21h pile, mon monde a explosé. J'étais assis dans mon appartement, fixant la page d'accueil du plus grand journal en ligne de la ville. J'ai actualisé la page, et le titre est apparu en haut de l'écran en grosses lettres grasses, l'Empire Anderson bâti sur la fraude et le mensonge. En dessous se trouvait une photo de mon père souriant lors d'un gala de charité. Le contraste était révoltant. L'article était brutal, méthodique et appuyé par des preuves irréfutables. Mark avait fait un travail remarquable. Il détaillait les sociétés écrans, les comptes offshore, l'arnaque de l'association à but non lucratif. Il citait nommément 2 anciens associés décrivant comment Richard les avait spoliés. Il incluait des déclarations anonymes d'entrepreneurs acculés à la faillite. C'était un chef-d'œuvre de journalisme d'investigation, une mise à mort médiatique. Et chaque mot était vrai. Pendant quelques minutes, il y eut un silence étrange, le calme avant la tempête. Puis mon téléphone s'est mis à vibrer, sans s'arrêter.
Le premier appel venait de ma mère. Il est laissé passer sur messagerie. Le deuxième, le troisième et le quatrième venaient d'elle aussi. Puis ce fut le tour des tantes, des oncles, des cousins. Une avalanche d'appels manqués et de SMS frénétiques et furieux. Qu'est-ce que tu as fait, de la part de tante Clara? Tu as détruit cette famille, j'espère que tu es content, d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, mais l'écran continuait de s'allumer, témoignant de leur panique et de leur rage. Puis, on a frappé violemment et frénétiquement à la porte de mon appartement. Liam, ouvre cette porte. Je sais que tu es là. C'était Ethan. Et au bruit, Chloé était avec lui. J'ai pris une grande inspiration, je me suis approché de la porte et je l'ai ouverte. Il se tenait là, le visage pâle et déformé par la fureur. Ethan semblait vouloir me frapper. Chloé était déjà en larmes, non pas de tristesse, mais de rage. Comment as-tu pu, cracha Ethan en s'introduisant de force dans mon appartement. Comment as-tu pu faire ça à ton propre père, à ta famille? L'homme décrit dans cet article est un criminel, Ethan, dis-je calmement. Ce n'est pas seulement mon père. C'est un voleur qui a détruit des vies. C'est un homme bien, hurla Chloé. Et nous a tout donné. Et toi, espèce de serpent ingrat, tu le poignardes dans le dos. Qu'est-ce qu'il t'a donné, Chloé, répliquai-je, haussant le ton pour la première fois. Une boutique de vêtements qu'il a financée avec de l'argent volé à une fausse association pour les enfants pauvres? C'est de cela que tu es si fier? Son visage devint livide. Elle savait. Évidemment qu'elle savait. Ils le savaient tous, d'une certaine manière. Ils préféraient simplement fermer les yeux. Ils étaient ravis de dépenser l'argent sale tant qu'ils n'avaient pas à voir d'où il provenait. Papa veut arranger les choses, dit Ethan, changeant légèrement de ton. Une pointe de désespoir perçait sous sa tentative d'intimidation, mais je sentais sa peur. Il est prêt à te pardonner si tu démens tout publiquement. Dis-leur que le journaliste a tout inventé. J'ai ri, un rire froid et vide. Me pardonner pourquoi? Pour avoir dit la vérité? C'est trop tard pour cela, Ethan. L'engrenage est lancé. Il ne s'agit plus d'une dispute de famille, il s'agit de justice. La justice, railla Ethan. Tu n'y connais absolument rien. C'est de la vengeance parce que tu as toujours été jaloux de moi. Si c'est ce que tu as besoin de te raconter pour dormir la nuit, grand bien te fasse, dis-je en ouvrant grand la porte de mon appartement. Maintenant, sortez de chez moi. Ils me regardèrent, stupéfaits. Ils étaient venus en pensant m'effrayer, me coincer. Ils ne comprenaient pas que c'était moi qui avais allumé le feu. Ils partirent en bafouillant des menaces et des insultes, mais leurs mots n'avaient plus aucun pouvoir. Ce n'était que du bruit. La vérité était révélée, l'incendie se propageait, et c'était moi qui tenais la boîte d'allumettes. L'article n'était pas seulement une histoire, c'était un déclencheur. La version en ligne fut lue par des cents de milliers de personnes en 24 heures. Le lendemain, il faisait la une de l'édition imprimée. Toutes les chaînes de télévision de la ville en parlaient. Le nom de Richard Anderson, autrefois symbole de réussite et de pouvoir, était désormais synonyme de fraude. Et les autorités écoutaient. 2 jours après la publication, le bureau du procureur général de l'État a tenu une conférence de presse. J'ai regardé la diffusion en direct sur mon ordinateur. Une femme au visage grave se tenait au pupitre, entourée d'enquêteurs. À la lumière des graves allégations révélées par le récent rapport d'investigation sur Anderson Développement, annonça-t-elle, notre bureau lance une enquête complète et immédiate sur M. Richard Anderson et ses entreprises associées pour fraude potentielle, détournement de fonds et évasion fiscale. C'était le clou final dans le cercueil. C'était réel, cela arrivait. Mon père, fidèle à lui-même, a publié une déclaration arrogante par le biais de son avocat, qualifiant l'article de fiction et de campagne de dénigrement orchestrée par un membre de la famille mécontent. Il allait se battre. Il allait nous enterrer sous les frais de justice. Il pensait avoir encore du temps. Il se trompait. Les agents fédéraux le surveillaient également. Les preuves contenues dans l'article de Marc leur fournissaient le motif raisonnable dont ils avaient besoin de agir, et agir vite. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Marc. C'était simplement un lien vers un direct d'actualité. J'ai cliqué. La caméra était instable,
positionné en face du Summit Club, le club privé très fermé où mon père tenait salon chaque matin. Et là, je l'ai vu. 2 berlines noires se sont garées le long du trottoir. Des hommes en costume sombre avec le sigle « FBI » inscrit dans le dos sont sortis et ont franchi calmement les portes d'entrée. La caméra a zoomé à travers les grandes vitres. Je voyais mon père assis à sa table habituelle, un journal à la main, l'air indigné. Les agents se sont approchés de lui. Je n'entendais pas leurs paroles, mais je voyais le sang quitter son visage. Son arrogance s'est évaporée, remplacée par un air de choc pur et total, la bouche bée. L'un des agents a sorti une paire de menottes. Tout le club s'est tu. Tout le monde regardait. Le grand Richard Anderson, le titan de l'industrie, se faisait ordonner de se lever et de mettre ses mains derrière le dos. Il a été conduit hors du club, la tête basse, sous les flashs des appareils photo. Il semblait petit, vaincu. C'était la révélation principale, le dernier rebondissement spectaculaire. Le public ignorait les détails, mais à cet instant, la vérité éclatait au grand jour. Le fils qu'il avait publiquement banni, le comptable tranquille qu'il avait moqué toute sa vie, était l'architecte de sa chute. Le pouvoir qu'il vénérait, l'argent, le statut, la réputation avaient été démantelés par la seule chose qu'il n'avait jamais estimée, la recherche tranquille et méthodique de la vérité. Ma vérité. J'ai regardé les agents le faire monter à l'arrière de la berline et s'éloigner. Ma mère, Eleanor, est arrivée quelques instants plus tard, le visage déformé par l'horreur alors que les journalistes l'assaillaient. Je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti de haine. Je me sentais serein. Je ressentais la libération d'une pression accumulée en moi depuis 29 ans. La guerre était finie, et j'avais gagné. C'était le moment où tout changeait, où la justice le rattrapait enfin. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes formidable. Si vous pouviez me faire une immense faveur, aimez cette vidéo et commentez le chiffre ci-dessous, cela me permettrait de savoir que vous m'avez accompagné dans ce voyage. Non seulement cela aide un plus grand nombre de personnes à découvrir cette histoire, mais cela me montre aussi que mes expériences ont de la valeur pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours. L'arrestation fut le tremblement de terre. Ce qui suivit en furent les répliques, et elles furent dévastatrices. Mon père étant en détention fédérale et s'étant vu refuser la liberté sous caution en raison du risque de fuite, son empire s'est effondré presque du jour au lendemain. Le bureau du procureur général a agi rapidement pour geler tous ses avoirs, et par extension ceux de ma famille. Le fleuve d'argent qui alimentait leur vie s'est tari d'un coup. Les retombées furent immédiates et brutales. Les cartes de crédit de ma mère furent refusées. Ethan fut licencié de son poste fictif de consultant car l'entreprise faisait l'objet d'une enquête fédérale. La boutique de Chloé, soutenue par la fausse fondation, fit faillite en une semaine. La vie qu'ils avaient connue était terminée. Les appels que je recevais ont changé de ton. La fureur avait fait place à une hystérie désespérée et suppliante. C'était surtout ma mère. Elle me laissait de longs messages décousus, m'accusant tour à tour d'avoir détruit la famille et me suppliant d'appeler le procureur général pour lui dire qu'il s'agissait d'un malentendu. Comme si je pouvais annuler une enquête du FBI d'un sifflement. Je n'ai jamais écouté un message en entier, je les supprimais simplement. Au travail, les choses étaient différentes. Le lendemain de l'arrestation, Madame Davis m'a rappelé dans son bureau. Cette fois, elle m'a proposé de m'asseoir. Je vous dois des excuses, Liam, dit-elle d'une voix sincère. Votre père a tenté de vous détruire. Vous avez conservé votre professionnalisme sous une pression extrême. Je respecte cela. Merci, Madame Davis, dis-je. Brighton Welt a été engagé par plusieurs victimes dans l'affaire de votre père, poursuivit-elle, allant droit au but. Ils ont besoin d'un expert pour traquer les actifs volés en vue du dédommagement lors du procès. Quelqu'un qui sait exactement où chercher. Elle marqua une pause, me regardant avec insistance. Je ne vois personne de plus qualifié pour cette tâche. Nous vous offrons une promotion. Vous dirigerez l'équipe de recouvrement. C'était une justice poétique. Mon propre cabinet me payait désormais un salaire plus élevé pour traquer l'argent que mon père avait volé. Les compétences qu'il avait dénigrées étaient celles-là même qui servaient à réparer ses dégâts et à rendre justice aux personnes qu'il avait lésées. Pour la première fois, mon travail ne se résumait pas à des chiffres sur une page. Il s'agissait de reconstruire des vies,
de prendre la douleur causée par ma famille et de la transformer en quelque chose de positif. Je n'étais plus seulement le fils d'un criminel, j'étais le défenseur de ses victimes. C'était une mission que je n'avais pas prévue, et que j'ai embrassée de toutes mes forces. Un mois avant le début du procès, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, « J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. C'est ta mère. » Le message était accompagné de l'adresse d'un petit café dans une banlieue où je n'étais jamais allé. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre savait que je devais le faire. J'avais besoin d'une rupture définitive. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise à une petite table dans un coin. Elle semblait plus vieille, fatiguée. Les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par des habits simples et ordinaires. L'assurance, l'arrogance, tout avait été balayé. « Liam », dit-elle d'un souffle à peine audible quand je me suis assis. « Maman », répondis-je d'une voix neutre. Elle triturait une serviette en papier, la déchirant en petits morceaux. « Ton père. Ses avocats disent que le dossier est très lourd. Il parle d'un accord de plaidé coupable, mais il ira quand même en prison pour longtemps. » Je ne dis rien, j'attendais. « Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça, » dit-elle, les yeux embués de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords, c'étaient des larmes d'apitoiement sur elle-même. C'était plus fort qu'elle. Pas de « je suis désolé pour la façon dont nous t'avons traité », pas de « ton père a eu tort ». C'était encore, d'une certaine manière, ma faute. C'était moi qui avais détruit les choses en disant simplement la vérité sur les fondations pourries sur lesquelles reposait leur vie. « Tu ne te poses pas la bonne question, maman », dis-je d'une voix douce mais ferme. La question n'est pas de savoir pourquoi j'ai fait cela. La question est de savoir pourquoi toi et papa avez fait ce que vous avez fait. Pourquoi vous avez volé les gens. Pourquoi vous m'avez traité comme de la saleté toute ma vie. Pourquoi vous pensiez qu'il n'y aurait jamais de conséquences. C'est ton père. S'écria-t-elle, haussant le ton. Et tu es ma mère, répliquai-je. Une mère qui a souri pendant que son mari humiliait publiquement son fils, une mère qui a été la complice volontaire de ses crimes. Je me suis penché en avant. Tu veux savoir de quoi il s'agit? Il ne s'agit pas de l'héritage. Il ne s'agit même pas de vengeance. Il s'agit de la fin d'un mensonge. Le mensonge selon lequel nous étions une famille heureuse et unie. Nous étions une association de malfaiteurs enveloppés dans une carte de vœux. Elle me regarda, sans voix. La vérité était une langue qu'elle ne comprenait pas. La famille dont tu parles, poursuivis-je en me levant, elle s'est éteinte pour moi cette nuit-là au restaurant. Vous êtes des étrangers pour moi désormais. Des étrangers qui s'apprêtent à faire face aux conséquences de leurs actes. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Ce fut la dernière fois que je lui parlais. Je ne ressentais ni colère ni tristesse, juste un profond sentiment de libération. Le dernier lien était rompu. J'étais libre. Un an peut tout changer. Le procès fut un cirque médiatique de 6 semaines. J'ai dû témoigner, exposant le réseau financier complexe que mon père avait tissé. J'ai présenté les preuves de manière clinique, impartiale. Je n'étais pas son fils à la barre, j'étais un témoin expert. Le jury l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge, invoquant la nature cruelle et prédatrice de ses crimes, l'a condamné à 15 ans de prison fédérale. Sans possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, 1 an après le verdict, c'est le silence que je remarque le plus. Un silence paisible et réparateur. Je me tiens sur le balcon de mon nouvel appartement. Il n'est pas immense, mais il est à moi. Il donne sur un parc, pas sur une jungle de béton. Ma promotion est devenue permanente, et mon salaire me permet de m'offrir une vie dont je suis fier, une vie construite de mes propres mains. Mon travail est gratifiant. Nous avons réussi à récupérer près de 70% des actifs volés pour les victimes. Certains ont pu relancer leur entreprise. Une famille a pu envoyer sa fille à l'université. Mes chiffres ont un impact réel sur le monde désormais, ils représentent l'espoir. La vie est calme, simple. J'ai un petit cercle de bons amis qui m'apprécient pour ce que je suis, pas pour mon nom de famille. Nous allons voir des matchs de baseball, nous prenons des bières, nous parlons de choses normales. C'est une vie que je ne pensais pas possible. Mon téléphone vibre, m'indiquant la réception d'un email. Je le consulte.
le nom de l'expéditeur est mon oncle Robert, le même oncle qui avait levé son verre à la loyauté familiale pendant que j'étais rabaissé. Je l'ouvre par une curiosité un peu morbide. L'email est long et décousu. Il raconte à quel point les choses sont difficiles depuis la fâcheuse affaire avec Richard. Il a perdu son emploi, sa femme. Ma tante Clara parle de divorce. Il brosse le portrait d'un homme victime des circonstances. Puis il en vient au fait, et donc je me demandais, en famille, si tu ne pourrais pas m'aider avec un petit prêt pour me remettre sur pied. Je sais que tu t'en sors bien maintenant. Et j'ai toujours été si fier de toi. C'était le dernier rebondissement pathétique. Même après tout cela, après le déshonneur public, la condamnation à de la prison, l'implosion complète de leur monde, il ne comprenait toujours pas. Il n'avait rien appris. Pour lui, je n'étais pas une personne, j'étais une ressource, un distributeur de billets. Il n'éprouvait aucun remords pour sa part dans mon humiliation. Il voyait simplement que j'avais réussi à m'en sortir et voulait sa part du gâteau. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti une profonde pitié, puis un immense sentiment de gratitude. Reconnaissant de ne plus faire partie de leur monde transactionnel et toxique. J'ai laissé mon doigt suspendu au-dessus de l'écran un instant, puis j'ai appuyé sur supprimer. J'ai pris une gousse de mon café et j'ai regardé le soleil du matin éclairer les arbres du parc. Le passé était derrière moi, et l'avenir m'appartenait enfin. Le seul lien que je conserve de cette ancienne vie est ma grand-mère, Isabella. Nous déjeunons ensemble un dimanche sur 2. C'est la seule part de ma famille que j'ai choisi de garder, la seule relation construite sur une affection sincère, pas sur l'obligation ou la cupidité. C'est elle qui me donne des nouvelles, à sa manière factuelle. Je ne demande jamais rien, mais elle semble savoir que j'ai besoin de les entendre pour clore définitivement ces chapitres de ma vie. Leurs chemins sont les leurs, tracés par les choix qu'ils ont faits. Et toi, Liam, demande-t-elle en tendant la main pour tapoter la mienne. Son contact est chaleureux, réel. Es-tu heureux? J'y réfléchis un instant. Je pense au calme de mon appartement, à la satisfaction de mon travail, au rire facile avec mes amis, à l'absence d'anxiété, au sentiment de ne pas avoir à jouer un rôle ou à faire semblant. Oui, grand-mère, dis-je, et le sourire qui se dessine sur mon visage est sincère. Je crois que je le suis. Nous terminons notre déjeuner en parlant de son jardin et d'un nouveau livre qu'elle lit. C'est normal, c'est paisible. C'est le genre de famille que j'ai toujours désiré. Il s'avère que je n'ai pas eu à détruire une famille pour en trouver une. J'ai simplement dû m'échapper de la mauvaise pour enfin construire la mienne. Ce soir, je me tiens à nouveau sur mon balcon. Contempler les lumières de la ville est une vue que j'ai méritée. De cette distance, le monde semble paisible, ordonné. Il est difficile d'imaginer toutes les vies chaotiques et complexes qui se jouent là-bas. Pendant longtemps, j'ai cru que ce que je voulais, c'était la vengeance. Je voulais qu'il souffre comme j'avais souffert. Quand mon père a été emmené les menottes au poignet, une partie de moi s'est dit, ça y est, j'ai gagné. Mais je me trompais. Regarder son monde brûler ne m'a pas apporté de joie. Cela m'a apporté le calme, le silence des voix critiques et bruyantes qui m'avaient habité toute ma vie. Les voix qui me répétaient que je n'étais pas assez bien, pas assez intelligent, ou indigne d'intérêt. Ce que j'ai fait ne visait pas à les détruire, cela visait à me libérer. La plus grande victoire n'a pas été de voir mon père en prison ou mon frère humilié. Ce fut le moment où j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur approbation pour me sentir entier. Ma valeur n'est pas liée à un héritage ou à un nom de famille. Elle est liée à mes principes, à mon intégrité, au fait que face au choix entre protéger une famille corrompue et défendre ce qui était juste, j'ai choisi ce qui était juste. Ils pensaient que ma plus grande faiblesse était ma nature tranquille, mon refus de jouer à leur jeu bruyant et agressif. Ils n'ont jamais compris que mon véritable pouvoir était ma capacité à voir la vérité qu'ils avaient enfouie si profondément, et ma patience d'attendre le bon moment pour l'exposer au grand jour. L'Empire Anderson est en cendres, mais je ne me tiens pas dans les décombres. Je me tiens sur un nouveau sol, un sol que j'ai déblayé et bâti moi-même. Et pour la première fois, quand je regarde le ciel, je n'ai pas l'impression qu'il va me tomber sur la tête. Il me semble simplement ouvert, plein de possibilités. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. C'est un voyage long et complexe, mais le partager le rend un peu plus léger. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû choisir entre votre famille et ce que vous saviez être juste ?
Je serais honoré de lire votre témoignage. S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai à partager ensuite. Votre soutien compte énormément.